Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation des championnats du monde du contre-la-montre. Année 2024 du côté de Zurich. On va parler du parcours, on parlera de la liste de départ, des favoris et des favorites, parce qu'on parlera des deux catégories. Et puis on verra un petit peu le programme télé, les horaires de ces deux épreuves. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour les deux épreuves. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Voilà, vous cliquez sur abonner, vous avez un petit onglet sur le côté droit, voilà, pour pouvoir voir ces informations, si vous voulez avoir toutes les notifications ou pas toutes les notifications, si vous voulez les personnaliser. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant. Donc je remercie également les gens qui font cet effort. Les championnats du monde, eh bien oui, on est enfin au moment des championnats du monde. Alors désormais, c'est le cas depuis quand même quelques saisons, les championnats du monde qui commencent d'entrée par un contre-la-montre. C'est vrai qu'avant on avait la fameuse épreuve du contre-la-montre par équipe qui a disparu avec l'introduction de l'épreuve par équipe mixte, et ce qui fait qu'on a désormais ce premier dimanche qui est consacré aux épreuves élites, ce qui n'était pas le cas avant, parce que auparavant on avait les épreuves par équipe de marque, et puis ensuite on commençait piano avant les contre-la-montre du mercredi qui étaient les contre-la-montre individuels. Maintenant ce n'est plus le cas. Et donc cette première épreuve, bien qui va nous permettre de nous familiariser avec ce parcours du côté de Zurich. Alors il y aura deux distances, 30 km pour les filles, 46 km pour les garçons. Vous savez que c'est quelque chose qui m'énerve terriblement, le fait qu'il y ait des distances différenciées entre les garçons et les filles. Parce qu'un match de foot féminin, c'est 90 minutes, hein, c'est pas 75, par exemple. Moi je trouve ça nul à chier. Les sports voilà, qui font des différences de distance entre les garçons et les filles, je trouve ça nul. Voilà, parce que les filles sont aussi capables de faire des longues distances que les garçons. Bon. Et c'est encore plus le cas chez les juniors, ça m'énerve encore plus chez les juniors, parce que les juniors filles, c'est genre 15 km de contre-la-montre, donc c'est presque ridicule quoi, par rapport à ce que font les garçons juniors et les espoirs. Bon. Donc parcours de 46 km chez les garçons, 30 km chez les filles. Alors pas forcément évident pour les garçons, parce qu'on est sur une distance qui n'a pas été effectuée de la saison. Hein. Le plus long chrono, c'était au moment du Giro, c'était 40 km. Donc après, ça sera à peu près les mêmes temps d'effort. Mais voilà, on est sur un contre-la-montre qui va être au-delà de 50 minutes d'effort. Donc forcément, c'est pas anodin au niveau physique. Hein. C'est des chronos qui sont hyper rares désormais. Hein. Même aux Jeux Olympiques, on était sur du 35 km. On avait plutôt tendance ces dernières années, que ça soit chez les filles et chez les garçons, à être sur 35 km. Donc là, on rajoute 10 km supplémentaires, ce qui ne va pas être anodin, surtout qu'on est quand même à une période de la saison où la fatigue est là pour tous les concurrents et les concurrentes, parce que la saison est longue. Elle a commencé en janvier et qu'il n'y a pas eu beaucoup de pauses cette année, notamment avec les Jeux Olympiques, et que là on commence un petit peu à être sur les rotules, ce qui fait que sur ces championnats du monde, on risque quand même d'avoir pas mal de surprises. Par exemple, il y a certaines filles qui seront au repos après ces contre-la-montre. C'est-à-dire que voilà, dimanche, c'est leur dernier jour de course. C'est un peu moins le cas chez les garçons, parce qu'il y a encore pas mal d'épreuves, notamment l'acro race, notamment vous avez encore du côté du Tour de Lombardie, Paris Tour, les courses au Japon, également en toute fin d'année, les courses asiatiques. Mais voilà, les filles, elles n'ont pas ce calendrier-là, donc la plupart des filles, après le titre de championne du monde, on les voit quasiment plus jusqu'à l'année prochaine. Donc on est un petit peu sur les derniers jours de course. Pour les garçons, il y en a un petit peu plus encore, et encore des gros objectifs chez les filles. Les gros objectifs, il n'y en a plus tant que ça. Ensuite, donc d'après, c'est repos, on se concentre parfois pour la piste, pour les cyclocross, mais on va arriver sur une phase où le cyclisme sur route va s'arrêter. Oui, il ne reste plus qu'un mois jusqu'à la fin
de saison. Allez, trêve de blabla. Je peux vous donner un petit peu les dénivelés positifs de ces deux parcours. On est aux alentours de 400 mètres hein, chez les garçons de dénivelé positif, ce qui n'est pas énorme en sachant qu'il y a quand même 50 km de course. Mais ça montre que ça va surtout se concentrer sur la partie intermédiaire au niveau du dénivelé positif. C'est surtout là où ça va être à gérer. Ça va pas être énorme, mais il va falloir le gérer sur ce parcours qui va pas forcément être simple. Voilà, on aura ces 405 mètres de dénivelé positif pour les garçons. Pour les filles, c'est moins, encore une fois, moins de distance, mais on n'en perd pas tant que ça. On est sur 342 mètres, vu que la partie difficile du parcours est empruntée à la fois par les garçons et à la fois par les filles. On regarde tout de suite la présentation des deux parcours. Le parcours masculin et féminin de ces championnats du monde de cyclisme. On commence avec le parcours féminin. On part donc de Gossau pour aller à Zurich, 30 km. Hein. Donc c'est un parcours qui est plus petit, par exemple, que l'année dernière. Comme on avait tendance ces dernières années à avoir le même parcours chez les filles et chez les garçons, on était plutôt autour des 35-36 km. Que ce soit pour les filles et les garçons. Donc autant on a augmenté le parcours chez les garçons, on est revenu à des parcours au-delà de 40 km, autant chez les filles on est repassé autour de 30 km de parcours, hein, toujours ces écarts. Je ne comprends pas pourquoi on a toujours des parcours qui sont plus courts chez les filles que chez les garçons. Toujours un petit peu ce grand mystère du cyclisme et ça m'énerve énormément. C'est vrai que les filles n'étaient pas en capacité de faire 46 km de chrono. Et voilà, c'est toujours extraordinaire. Donc on part de Gossau pour aller à Zurich, 30 km. Donc la dernière partie de course est la même en fait, hein, c'est les 30 derniers kilomètres du parcours en masculin quasiment. Donc avec une petite bosse de 700 mètres à 7,3%. Vous avez donc cette Ticon et si 2 km 4 à 4,9 de moyenne avec 600 mètres à 8,5%. Et puis voilà, quelques petites bosses sur le parcours avant de revenir à la Seestraße, au Küchnart et à Zurich pour terminer ce parcours. Donc, si on regarde la course des garçons, vous voyez donc là c'est 46 km. Et en fait, la ville de départ est à peu près là hein, pour la course des filles. Donc voilà, il y a quasiment le même parcours. Donc avec de nouveau cette montée qui là se retrouve dans la deuxième partie de course. Et puis donc ces derniers kilomètres tout plat pour revenir du côté de Zurich. Quand on regarde le parcours au niveau technique, donc Gossau, vous voyez, donc là les filles partiront d'ici, hop 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 hop, là pour finir du côté de Zurich. Et donc c'est pas très technique, hein, on suit l'eau. Tout simplement du côté de Zurich pour le retour. Donc c'est vraiment un parcours avec assez peu de changement de trajectoire, de direction. Donc c'est pas un parcours du tout technique pour les concurrentes. Voilà, c'est presque là la portion la plus technique. Mais c'est une portion qui est plutôt avec des petites bosses. Donc, et puis ça reste totalement... Enfin voilà, on a vu bien pire du côté de certains contre-la-montre, notamment en Suisse cette année. Ça n'a rien à voir avec le prologue du Tour de Romandie. Notamment, qui était bien plus technique que ça du côté des garçons. Eh bien, voilà, c'est tout sur la présentation de ce parcours. On regarde tout de suite un petit peu la météo. Et du côté de la météo, eh bien, on est sur des conditions climatiques qui vont être assez stables, hein, 20 degrés, hein, on sera entre 18 et 20-21 degrés, avec un ciel qui va être ensoleillé pour les filles et qui deviendra de plus en plus nuageux pour les garçons, mais avec un vent qui va rester très faible, hein, on ne devrait pas dépasser 10 à 15 km/h, donc on devra avoir des conditions stables, ce qui est vraiment l'idéal pour un parcours de contre-la-montre, parce que les filles partent à midi, les derniers garçons vont finir vers 16h30, donc 16h30, 17h, donc c'est bien d'avoir des conditions stables pour ne pas avoir des trop grosses variations de temps entre les différents concurrents. Eh bien, on regarde tout de suite la stratégie et surtout le palmarès de ces championnats du monde du contre-la-montre.
On regarde tout de suite le palmarès des différentes éditions de ces championnats du monde. Alors chez les filles, eh bien l'année dernière c'était Chloé Dygert qui s'imposait devant Grace Brown et Christina Schweinberger. On retrouve souvent les mêmes noms sur le podium de ces dernières années. On a souvent eu Chloé Dygert avec Ellen Van Dijk également, et puis Grace Brown était présente. Marlène Reusser, là qui ne sera pas présente, Marlène Reusser, qui n'a pas couru depuis quasiment le mois de mai pour ces derniers jours de course. Alors j'ai pas eu beaucoup d'informations, j'essaie de trouver pour Marlène Reusser pourquoi elle était absente, mais je n'arrive pas à avoir beaucoup d'infos là-dessus. Voilà, elle a une infection. Elle doit se reposer, donc elle est forfait depuis quelques temps. Voilà, Marlène Reusser qui souffre, j'ai une information grâce au Léman Bleu, qui souffre en fait d'un syndrome post-covidien. Voilà. Donc pour le moment, elle n'a toujours pas repris l'entraînement, c'est pour ça qu'elle est absente depuis si longtemps, Marlène Reusser. Donc voilà, c'est un petit peu triste pour la Suissesse. Alors si on remonte un petit peu en arrière, on avait Amber Neben, championne en 2008 et 2016. Van Vleuten a été titré, Van der Breggen. Van Dijk a eu donc 3 titres, Brennauer, Judith Arndt également. Parmi les différentes championnes. La dernière française championne du monde, c'était Jeannie Longo qui a toujours le record de titres, car elle avait été titrée à 4 reprises, 95, 96, 97 et 2001 pour Jeannie Longo. Voilà, 4 titres de championne du monde, pardon. Ce qui est plus que Van Morsel par exemple. Et la première championne du monde, c'était en 94, c'était Karen Brems-Kurek, qui était une américaine qui s'était imposée devant Anne Samplonius et déjà Jeannie Longo. Et en 96, la France qui avait réussi un doublé, Jeannie Longo devant Catherine Marsal. Voilà. Depuis, il n'y a plus de Françaises sur le podium depuis 2001. C'est aussi la dernière fois qu'une Française a réussi à monter sur le podium des championnats du monde. Chez les garçons, dernier concurrent titré, c'était Remco Evenepoel devant Filippo Ganna et Joshua Tarling. Filippo Ganna qui, lui, n'est pas présent pour ces championnats du monde de course en ligne. Il n'est pas marqué pour le moment. On semblerait que ça soit plutôt Affini et Cataneo. Il semblerait qu'il ne fasse que le relais mixte pour le moment. Filippo Ganna. Du côté des derniers titres, on se souvient de Tobias Foss en 2022. Filippo Ganna, lui, avait remporté le titre en 2021-2020. On n'aimerait pas s'en souvenir, mais Rohan Dennis, lui, avait remporté le titre en 2018 et 2019. On se souvient des 4 titres de Tony Martin, 2011, 2012, 2013, 2016. On se souvient également du quadruplé de Cancellara, 2006, 2007, 2009, 2010. Et puis le triplé de Rogers, 2003, 2004, 2005. Dernier et seul Français champion du monde jusqu'à maintenant, c'est Laurent Jalabert en 97. Dernier Français sur un podium, c'était en 2015. C'était Jérôme Coppel. Et c'est les deux seuls Français qui ont réussi à être sur le podium d'un championnat du monde. Première édition des championnats du monde, c'était en 94. Victoire cette année-là de Chris Borman devant Andrea Chiurato et Yann Ulrich. Et parmi les différents champions, on a Miguel Indurain en 95, on a Abraham Olano en 98, Bottero en 2002, Kirienka en 2015, cette année où c'était les États-Unis qui accueillait les championnats du monde. On était du côté de Richmond et ça avait été assez surprenant ce contre-la-montre, puisque Kirienka s'était imposé devant Mallory et Jérôme Coppel. Autant vous dire que c'était plutôt très surprenant, puisque c'était pas forcément des coureurs qui dominaient à l'époque au niveau des contre-la-montre. Et c'est presque l'un même des derniers résultats de Mallory. Parce que Mallory ensuite va assez peu courir en 2016 et 2017
Il arrêtera sa carrière même sur un abandon sur le Tour de Castille et Léon, Adriano Malori, qui aujourd'hui a 36 ans, parce qu'il a arrêté sa carrière très jeune, à 29 ans seulement, en 2017, vu qu'il était né en 88. Donc voilà, pas d'autres informations à donner sur le différent palmarès de ces championnats du monde du côté du contre-la-montre. On peut regarder rapidement les listes de départ, mais bon, vous avez tous les meilleurs et les meilleures concurrentes qui sont au départ, donc on va plutôt se concentrer sur les favorites. Ensuite, on en parlera un petit peu plus lors des courses en ligne. Du côté de la stratégie, très clairement, c'est un contre-la-montre chez les garçons qui va être assez long. Je pense qu'on ne va pas gagner en moins de 53 minutes. Donc moi, je pense que ça sera un temps qui sera supérieur à 53 minutes pour le vainqueur. Donc c'est pas anodin, parce qu'en fait, on va être sur un chrono qui va être assez proche de ce qu'on avait du côté du Giro. Donc ça va plutôt convenir aux concurrents endurants, et peut-être que certains coureurs auront un petit peu plus de mal sur des distances un petit peu plus courtes, parce que 53 minutes, c'est un effort en solitaire très long, ça va pas convenir forcément tout le monde. Et puis pour les filles, je dirais qu'on sera aux alentours de 37-38 minutes, je pense, pour la vainqueur. Je crois que ça faisait du 48 km/h, je pense qu'on sera sur ces valeurs-là, voilà, pour les filles, aux alentours de 38 minutes. Avec un parcours qui là pour les filles est un peu plus habituel à ce qu'elles font sur le reste de l'année, alors que chez les garçons, encore une fois, surtout que chez les filles, il y a eu même le contre-la-montre des championnats d'Europe qui était similaire, qui était sur 30 km avec moins de dénivelé positif. Donc là, c'est plus ce dénivelé positif, et surtout le dénivelé positif va arriver très vite, va être sur la première moitié de parcours, alors que chez les garçons, c'est plutôt en deuxième moitié de parcours qu'arrive ce dénivelé. On est plutôt sur la moitié de course pour les différentes difficultés. Du côté des favorites chez les femmes, j'ai mis Grace Brown, bien entendu la championne olympique en titre, qui a déjà été performante sur des chronos de ce type-là, qui s'y connaît. C'est peut-être son dernier gros objectif de carrière, parce qu'on rappelle qu'elle prend sa retraite. Alors ça serait quand même un petit peu tristoun d'avoir une championne du monde qui soit à la retraite et dont on ne voit pas le maillot, mais je pense que c'est son dernier objectif. Hélène Van Dijk. Oui, je me méfie de Van Dijk, j'ai trouvé pas mal, du côté des championnats d'Europe, et je me dis, sur une distance plus longue, Van Dijk, ça peut peut-être le faire. Je me serais méfié si ça avait été une distance de 25-20 km, mais sur un parcours comme Zolder, je me dis pourquoi pas Hélène Van Dijk, qui avait l'air d'être pas mal. Et puis Chloé Heigert, toujours là l'américaine, il faut toujours compter sur elle, même si aux Jeux Olympiques, elle était un petit peu moins bien. Les concurrentes à suivre, bien entendu, Juliette Labous, on l'a vu aux Jeux Olympiques, c'est une discipline qu'elle apprécie énormément et elle a un peu bossé, donc ça va peut-être bien marcher pour elle. Je mettrai également Kopecky, bien entendu, championne d'Europe, mais je me dis, allez, elle a peut-être un peu trop misé sur les championnats d'Europe et peut-être qu'elle sera un peu moins bien sur ces championnats du monde. Et puis Guazzini et Schweinberger, également parmi les concurrentes à suivre. Schweinberger qui était sur le podium l'année dernière des championnats du monde. Du côté des favoris chez les garçons, j'ai mis Remco Evenepoel, bien entendu, à 46 km, ça lui fait pas peur, Remco Evenepoel. J'ai mis Primoz Roglic, parce que je me dis, là aussi, sur un parcours un petit peu plus long, ça peut peut-être vraiment bien lui convenir à Roglic. Et puis Joshua Tarling, bien entendu, champion d'Europe, mais peut-être que les kilomètres en plus vont être difficiles à gérer pour le Britannique. Ça reste encore un jeune coureur. Parmi les concurrents à suivre, bien entendu, Stephen Kung, toujours là quand il y a des grands championnats, mais rarement vainqueur. Je me méfie également des Italiens, Affini et Cataneo, même si ce ne sont pas forcément les favoris. Jean Almeida également, parce qu'après sa déception du côté de la Vuelta, je me dis, allez, là aussi, sur une longue distance, pour un coureur qui n'aime pas forcément quand c'est court, c'est peut-être un coureur qui peut être dangereux. Et puis Jevine et Derek G également parmi les coureurs à suivre. Programme télé, départ sur Eurosport 2 à partir de midi, France 3 à partir de 13h pour les filles, et puis pour les garçons ça sera à partir de 14h45 également sur ces deux chaînes, Eurosport 2, France 3.
eh bien nous on se retrouvera le soir même pour faire le débrief de ces différentes courses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!